Et donc oui, bienvenue à tous. Très heureux que vous soyez déjà nombreux ce matin dans l'amphithéâtre malgré l'horaire matinal de la session pour parler effectivement d'obèse. Alors j'ai l'honneur et le privilège de partager les interventions avec Clément Monet et Audrey Dejong. Audrey peut-être pas encore complètement arrivée, mais ce sera un réel plaisir de discuter de tout ça tous ensemble à la fin de la présentation. Et donc il m'a été confié la tâche de vous parler de l'induction du patient obèse. Alors je pense que ça sera essentiellement des redites pour un grand nombre d'entre vous, peut-être pour les plus jeunes qui sont ici présents, peut-être pas. En tout cas, je remercie sincèrement et très chaleureusement le comité scientifique et son président, le professeur Vili, de m'avoir confié cette intervention. Je saurai dans quelques secondes lui rendre l'appareil. Donc je vous déclare évidemment mes liens d'intérêt, rien qui, je pense, devrait interférer avec mon propos, en tout cas je l'espère très sincèrement. Alors quand on parle d'obésité, on a l'habitude, vous savez, de qualifier la sévérité ou l'importance de l'obésité sur l'indice de masse corporelle. Le poids rapporté à la taille au carré, tout le monde connaît ça par cœur, mais vous voyez qu'on peut être qualifié d'obèse dès lors que l'IMC est au-dessus de 30. Évidemment, ce patient obèse, présentant une obésité modérée, n'est peut-être pas exactement le même que le patient qui est à côté de lui, et encore plus du patient obèse morbide. Évidemment, les implications, notamment sur la prise en charge ventilatoire, pourraient être différentes, puisque, comme on le verra, les modifications de la mécanique ventilatoire peuvent être également influencées par l'importance de cet indice de masse corporelle. Pour autant, ce qu'il y a de sûr, c'est que l'IMC en tant que tel ne se suffit probablement pas pour qualifier l'importance des atteintes. Alors vous savez qu'on est en période de Coupe du Monde. Le professeur Veli, donc le président de notre comité scientifique, encore une fois que je salue, je ne suis pas certain complètement que ces caractéristiques, le rapport poids-taille peut-être, mais en revanche masse grasse, masse maigre, un peu moins, soit très proche de celle de Winnie Antonio, le première ligne de l'équipe de France. Il y a effectivement une similitude en termes d'IMC. En revanche, ça ne peut évidemment pas se résumer qu'à ça. Et donc l'IMC, c'est sûrement un indicateur utile, mais encore une fois, ça ne va pas forcément nous renseigner sur le rapport de la masse grasse et de la masse maigre que présente le patient que vous allez devoir prendre en charge. Et de fait, ne vous renseignera peut-être pas très bien non plus sur la façon dont vous allez pouvoir anticiper les complications. Mais ça, Audrey et Clément vous en reparleront, je pense, juste après. Ce qui est sûr, c'est que l'obésité, son incidence augmente un petit peu partout dans le monde, et c'est aussi vrai en France. Il y a en France notamment des disparités régionales, mais globalement, je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez commun. Vous avez tous les jours dans vos blocs opératoires des patients obèses qui ne viennent pas forcément au bloc opératoire pour se faire opérer de chirurgie bariatrique, qui sont aujourd'hui pris en charge pour toute autre chose. Donc ça devient quelque chose d'extrêmement commun. Ce qui est aussi de plus en plus connu, c'est les répercussions physiopathes de l'obésité. Vous savez que l'obésité va assez volontiers s'accompagner d'un certain nombre de modifications physiopathologiques qu'il va nous falloir évidemment prendre en compte, tant dans la gestion du péropératoire, mais également du post-opératoire. Vous savez que, par exemple, ces patients ont volontiers des diabètes qui leur sont associés. De façon plus pratique pour la prise en charge de bloc opératoire, assez fréquemment également des reflux gastro-œsophagiens, sans que pour autant ça s'accompagne d'une relation de cause à effet. Ce n'est pas parce qu'on est obèse que l'on a un reflux gastro-œsophagien. Alors il y a évidemment plein d'implications qui vont nous incomber pour la prise en charge, encore une fois, au bloc opératoire, mais également dans les heures et jours qui suivent, avec plein de modifications physiologiques qui sont inhérentes à l'obésité. Tous les patients qui présentent une obésité, qu'elle soit sévère ou plus légère, ne présentent évidemment pas forcément toutes ces dysfonctions. Il y en a certaines qui sont peut-être moins impactante pour la prise en charge au bloc opératoire et particulièrement pas pour l'induction. Mais ce qui concerne plus spécifiquement l'induction, évidemment, vous allez vous en douter, il va y avoir des implications sur la façon dont on va devoir gérer la prise en charge des voies aériennes et l'assistance ventilatoire de ces patients, puisqu'on va le revoir, mais ils sont assez fréquemment associés, ce surpoids est assez fréquemment associé à des modifications de la mécanique ventilatoire. Et puis de façon assez logique, et ça encore une fois, ça je pense ne sera pas une surprise pour grand monde, cette obésité est responsable de modifications pharmacologiques, et donc il va falloir peut-être adapter un peu les médicaments dont on a l'habitude de se servir, en tout cas leur dose. Encore une fois, peut-être pas tant pour ce qui concerne l'induction, mais en tout cas de façon certaine pour l'entretien de la période de chirurgie. Alors, pour entrer un peu plus dans le détail, évidemment, on le sait depuis très longtemps, qui dit obésité dit modification de la mécanique ventilatoire. Il y a chez le patient obèse une réduction des volumes pulmonaires et un volume en particulier qui va nous être plus directement, qui va nous concerner plus directement, la capacité résiduelle fonctionnelle. Vous voyez la
Functional Residual Capacity, comme le précisent les anglo-saxons, plus l'IMC va augmenter, plus la capacité résiduelle fonctionnelle va être réduite chez ces patients-là. Ça a été également retrouvé dans d'autres travaux. J'ai eu le plaisir de me remémorer de cette diapositive et de ce travail fait par Paolo Pelosi, un de ceux qui nous a très largement inspiré ces travaux-là et qui malheureusement n'est plus aujourd'hui. Mais à l'époque, vous voyez, à la fin des années 90, déjà était retrouvée une relation entre la sévérité de l'obésité, encore une fois jugée sur l'indice de masse corporelle, et la réduction de la capacité résiduelle fonctionnelle. Toutes ces modifications physiologiques, notamment sur le plan respiratoire, vont tendre à un certain nombre d'implications, et notamment une propension qu'a le patient obèse à faire plus volontiers des atélectasies qui vont pouvoir apparaître très très précocement, et donc des implications sur la prise en charge ventilatoire dont nous parlera Clément juste après, mais également des répercussions sur la tolérance à l'hypoxémie, et puis de façon plus embêtante sur le temps d'apnée sans hypoxémie sur lequel vous allez pouvoir compter et dont il va falloir évidemment tenir compte dans la façon dont vous allez gérer votre induction d'anesthésie. Les réserves en oxygène, vous savez qu'elles sont conditionnées principalement et avant tout par la capacité résiduelle fonctionnelle. Et donc, de fait, si votre patient il a de base une capacité résiduelle fonctionnelle qui est un petit peu réduite, et ben, ça va avoir autant d'implications sur l'importance d'optimiser au maximum les réserves en oxygène de votre patient. Sinon, vous risquez de devoir vous retrouver à gérer une hypoxémie qui peut survenir de façon très brutale et de façon très précoce dès l'induction de l'anesthésie. Donc on l'a vu, des modifications de la mécanique ventilatoire, des implications évidemment sur la façon dont il va falloir prendre en charge ces patients sur le plan ventilatoire. Je ne rentrerai évidemment pas dans le détail de toutes ces modifications et de leurs implications, puisqu'encore une fois, c'est Clément qui nous en parlera juste après. Un truc de sûr, c'est l'altération des échanges gazeux qui est assez bien corrélée à un paramètre qui est le rapport tour de taille, tour de hanche. Et ça, encore une fois, ça a été montré il y a de nombreuses années. Mais gardez en tête si vous voulez, et en tout cas pour éviter d'avoir à vous retrouver dans des situations qui peuvent être un petit peu problématiques sur le plan de la prise en charge de ces patients à la phase initiale, et puis pour votre santé à vous aussi, puisque ça évite de se vider les surrénales le matin en commençant le programme. Ces patients ont une réserve en oxygène qui est faible, voire très faible, et plus ils vont être sévèrement obèses, plus le risque que ces patients aient une tolérance une réserve en oxygène faible augmente, et donc il faut vraiment, encore une fois, vous mettre dans les meilleures conditions. Le temps d'apnée sans désaturation, si vous ne faites pas de préoxygénation, vous le savez, il est assez court, puisqu'on a à peu près 1 seconde avant qu'un patient ne désature. C'est réduit de moitié chez le patient obèse. Donc encore une fois, véritablement l'enjeu, ça va être d'optimiser ces réserves en oxygène. Donc si vous voulez, je vous propose d'envisager la suite de la présentation comme ça, au travers des différents challenges qui nous sont imposés. Et je pense réellement que le premier challenge, ça va être celui d'optimiser la préoxygénation et le temps d'apnée sans hypoxémie, encore une fois, parce que tout ça va conditionner la suite, et aussi parce que ça va avoir une application sur les choix pharmacologiques que vous allez pouvoir réaliser chez votre patient. Alors, le premier conseil aujourd'hui que je vous donne et que je vous propose de garder en tête, c'est celui d'installer les patients de cette façon-là, c'est-à-dire de les mettre en position proclive, alors la position de la chaise longue, qui consiste, grâce aussi aux tables d'anesthésie, de chirurgie dont on dispose, c'est assez simple de faire ça, de mettre un peu de proclive et d'écarter un petit peu les jambes du patient. En tout cas, le fait de le mettre en position proclive, rien que ça va avoir des implications sur les modifications de la mécanique ventilatoire et va vous permettre simplement par cet artifice-là de limiter la perte de volume pulmonaire et ainsi d'optimiser le temps et la durée du temps, surtout sans hypoxémie, du temps d'apnée sans hypoxémie. Alors, est-ce que cette installation en position proclive augmente la difficulté d'exposition? La réponse a priori est plutôt non, même si on ne dispose pas de données extrêmement robustes chez le patient obèse. Mais quand on évalue les résultats sur des études qui ont inclus des patients obèses, même s'il n'y a pas eu d'analyse de sous-groupe spécifiquement réalisée chez cette population de patients-là, on n'a pas l'impression, en tout cas, qu'il y ait de signal à une augmentation des difficultés d'exposition liées à l'installation en position proclive. Donc si on gagne sur le temps d'apnée sans hypoxémie, mais qu'à contrario, on ne perd pas non plus sur le risque d'une exposition difficile, moi j'aurais tendance à dire j'achète.
La durée d'apnée, vous savez aussi qu'elle va pouvoir être significativement modifiée par la façon dont on va assurer la préoxygénation. Il est clair que chez le patient obèse, la préoxygénation conventionnelle, telle qu'on nous l'a toujours et tout appris quand on était plus jeune, durant les premières années du DES d'anesthésie-réanimation, à savoir je préoxygène le patient en le laissant ventiler spontanément en utilisant le circuit du ventilateur. C'est sûrement très insuffisant chez le patient obèse et on sait depuis maintenant quelques années qu'il faut utiliser de la pression positive, de la PEP seule, donc de la CPAP, ou associée à un petit niveau d'aide inspiratoire, donc on ferait de la ventilation non invasive à 2 niveaux de pression. En tout cas, le fait d'associer de la pression, de maintenir une pression positive en fin d'expiration dans les voies aériennes au moment de la préoxygénation, ça permet encore une fois d'augmenter de façon très significative la durée du temps d'apnée sans hypoxémie. Encore une fois, tout ce que vous allez pouvoir gagner comme temps à ce moment-là va être une sécurité supplémentaire pour le patient et pour vous, et puis encore une fois, peut avoir des implications sur le temps, le délai dont vous allez avoir besoin pour garantir que les médicaments que vous allez injecter sont à leur pic d'efficacité au moment où vous allez réellement décider d'intuber le patient. La meilleure stratégie, je ne devrais pas le dire comme ça probablement, mais en tout cas celle qui marche probablement le mieux, c'est celle qui consiste à faire donc de la ventilation non invasive à 2 niveaux de pression, mais surtout d'associer également une manœuvre de recrutement alvéolaire. Je ne vais pas rentrer dans le détail ce matin, mais c'est probablement ça qui marche le mieux une fois qu'on a intubé le patient, en tout cas sur les niveaux de volume pulmonaire, mais également sur les niveaux d'oxygénation qu'on peut observer chez ces patients-là. Est-ce qu'on peut faire différemment, et notamment utiliser, vous savez, les modalités de l'oxygénothérapie nasale au débit? Ça me semblait important de vous en toucher un mot, puisque c'est quelque chose que l'on voit entrer dans les blocs opératoires, et on pourrait être tenté par l'utilisation de ces dispositifs. Chez le patient obèse, clairement, ces dispositifs n'ont pas leur place en tant que tels, en tant que modalité thérapeutique unique, notamment quand on les compare à de la ventilation non invasive. Il y a plusieurs travaux qui ont été faits, dont les résultats vont à peu près toujours dans le même sens. Vous voyez dans celui-ci qui est une étude française réalisée par nos collègues de Nantes. Quand on compare la fraction télé-expiratoire ou la concentration télé-expiratoire en oxygène au moment de l'intubation chez les patients qui ont bénéficié d'une préoxygénation en utilisant soit de la VNI, soit de l'oxygénothérapie nasale au débit, les résultats sont très clairement en faveur de la ventilation non invasive. Donc, si vous disposez d'un dispositif d'oxygénothérapie à haut débit, ça ne veut pas dire qu'il faut le mettre à la poubelle, mais en tout cas, ce n'est pas en l'utilisant en tant que thérapeutique unique pour de la préoxygénation que vous allez obtenir un bénéfice. On peut l'associer à la ventilation non invasive éventuellement pour faire de l'oxygénation apnéique, ou on peut l'utiliser également, comme ça a été fait par nos collègues de l'équipe de Montpellier, en parallèle d'une préoxygénation conventionnelle. Et effectivement, quand on utilise une approche combinée, en utilisant et l'OHD et la préoxygénation conventionnelle, on permet de gagner, encore une fois, de l'oxygénation chez ces patients-là. C'est vrai chez les patients non obèses, mais il y avait également une analyse en sous-groupe chez les patients obèses dans ce travail-là. Et vous voyez que l'effet combiné des deux permet d'améliorer les choses. Honnêtement, personnellement, je ne l'utilise pas dans ma pratique. Je fais de la ventilation non invasive pour la préoxygénation. J'ai peut-être tort. Mais en tout cas, si vous voulez absolument utiliser l'OHD, garde en tête qu'il ne faut pas l'utiliser seul, probablement de façon combinée ou associée à une autre stratégie, notamment pour garder le bénéfice de cette thérapeutique en termes de gains sur l'oxygénation apnéique qu'elle va vous permettre. Alors, le souci aussi de ces patients obèses, et encore une fois c'est d'autant plus vrai que l'importance de l'IMC va être élevée, c'est que c'est souvent des patients qui vont être difficiles ou qui peuvent être difficiles à ventiler au masque, qui peuvent être également difficiles à intuber, voire pour certains qui sont vraiment parfaits, difficiles à ventiler et à intuber. Ceux-là, on les aime bien le matin pour commencer la journée. Mais en tout cas, toutes les séries de patients, toutes les études nous indiquent un petit peu ça, à savoir que l'obésité, l'IMC, encore une fois, est un facteur souvent indépendant associé à des difficultés d'intubation. Vous voyez, dans ce travail, ils avaient évalué les patients jugés grade 3 sur la difficulté de ventilation au masque ou grade 3 ou 4 avec en plus des difficultés d'intubation. À chaque fois, l'IMC ressortait comme un facteur indépendant associé à une augmentation du risque. C'est vrai également dans cet autre travail. Et donc là, ils ont évalué les facteurs prédictifs indépendants d'une difficulté de ventilation et de laryngoscopie difficile.
encore une fois, là on est dans le pire, dans la pire des situations. Encore une fois, l'IMC est un facteur indépendant associé à une augmentation du risque. C'est pas le seul, mais l'IMC ressort comme une variable indépendante. Donc oui, il faut se préparer au fait que possiblement votre patient il va être en plus difficile à ventiler au masque et qu'en plus possiblement il va être difficile à exposer. Et donc d'où l'importance, on le fait tous les jours, mais d'où l'importance encore plus chez ces patients-là d'aller rechercher des facteurs prédictifs d'une intubation difficile potentielle. Encore une fois, parce que ça va avoir des implications, pas tellement sur la façon dont vous allez gérer votre préoxygénation, mais peut-être sur la stratégie d'induction que vous allez réaliser. Alors ça a été aussi bien montré par Audrey et encore une fois l'équipe de Montpellier, avec peut-être des petites différences entre le bloc opératoire et la réanimation. Non pas que les médecins qui travaillent en réanimation intubent moins bien que les médecins qui travaillent en anesthésie, mais on n'est pas exactement dans les mêmes conditions d'installation. On n'a pas forcément toujours le même temps à sa disposition pour préparer bien les choses. Mais encore une fois, gardez en tête que le score de mal-empathie, 3 ou 4, est un facteur de risque au même titre que peuvent l'être les IMC élevés sur le fait d'avoir des complications au moment de l'intubation. Alors il y a même des scores aujourd'hui qui intègrent l'IMC, c'est le Diff Mask Score. Je ne sais pas si vous avez vu passer ce score dans la littérature, il a été publié assez récemment. L'IMC, encore une fois, rapporte des points. Plus votre IMC va être élevé, plus et c'est peut-être simplement ça qu'il faut garder en tête, plus le risque que le patient soit difficile à ventiler au masque augmente. Et donc le deuxième challenge, une fois qu'on a correctement préoxygéné son patient, ça va être d'assurer des conditions d'intubation optimales. Et donc évidemment, ça amène à se poser la question d'avec quel dispositif je vais idéalement intuber mon patient. Et donc il y a toutes les questions aujourd'hui qui nous sont posées entre vaut-il mieux utiliser de la vidéolaryngoscopie ou vaut-il mieux faire une laryngoscopie directe. Je vais aller assez vite puisqu'il n'y a pas de travaux, en tout cas avec un bon niveau de preuve, qui ont été réalisés spécifiquement chez l'obèse. C'est surtout des populations de patients un petit peu hétérogènes qui ont été évaluées dans ces travaux-là. Quand on jette un œil aux résultats de la méta-analyse et de la revue Cochrane, les signaux que l'on trouve dans la littérature vont quand même un petit peu toujours dans le même sens, à savoir que la vidéolaryngoscopie semble faire mieux pour augmenter le succès d'intubation à la première tentative et limiter l'échec d'intubation quand on prend toutes les études et qu'on poule les résultats de toutes ces études-là. Mais encore une fois, il n'y avait pas d'analyse spécifique réalisée chez les populations de patients obèses. Donc je ne peux pas vous dire si c'est exactement transposable à une population de patients obèses. Les signaux vont plutôt vers une augmentation et une amélioration du succès de l'intubation à la première tentative en utilisant un vidéolaryngoscope, en sachant aussi, on pourra en discuter si vous voulez, mais que tous les vidéolaryngoscopes ne sont pas exactement les mêmes. Il y a des lames qui sont plus ou moins angulées, il y a des dispositifs qui sont plus ou moins aisés à manipuler. Mais in fine, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ça s'apprend. Et ne vous lancez pas dans une intubation au vidéolaryngoscope chez votre premier patient obèse morbide pour lequel vous avez identifié des facteurs de risque de ventilation et d'intubation impossibles, puisque là, vous risquez d'être en grande souffrance. Une variable qui a été que très rarement explorée dans la littérature, c'est la taille de la lame. Et là aussi, il est possible qu'il y ait un petit bruit de fond qui soit lié à la taille de la lame. Et dans toutes les études qui ont été réalisées sur la question vidéolaryngoscope versus laryngoscopie directe Macintosh, on a souvent très peu d'informations sur la taille de la lame qui a été utilisée. Or, on sait depuis un certain nombre de mois maintenant, puisque ce travail a été publié l'an dernier, un travail que Thomas avait réalisé avec l'équipe de Montpellier quand il y a fait sa mobilité, l'étude MagSize, que la taille de la lame a une importance. La taille a souvent une importance, mais c'est vrai aussi pour la lame. Et en l'occurrence, d'utiliser une lame grande, 4 notamment, est assez volontiers associé à une augmentation du risque d'échec, d'exposition et d'intubation. Donc, encore une fois, il n'y a pas de données spécifiquement chez le patient obèse, mais on a tout intérêt à utiliser plutôt une lame 3 qu'une lame 4 en première intention, même si, encore une fois, ces données méritent d'être confirmées, puisqu'il s'agissait d'une étude sur des données qui ont été analysées rétrospectivement. Et enfin, bien sûr, identifier les molécules avec lesquelles vous allez devoir travailler pour pouvoir réaliser donc une intubation en gardant en tête, encore une fois, que le temps d'apnée sans hypoxémie dont vous disposez, enfin que votre patient dispose, est relativement bref. Même si vous avez fait une préoxygénation aux petits oignons, même si vous avez optimisé votre temps au mieux de ce qu'il était a priori possible de faire, le temps d'apnée sans hypoxémie ou la durée du temps d'apnée sans hypoxémie chez le patient obèse, elle est significativement réduite. Et donc,
naturellement, va peut-être pas s'orienter vers des produits qui ont une pharmacologie qui fait que le pic d'effet va survenir 3, 4, 5 ou 6 minutes après leur injection, puisqu'il y a un risque qu'à ce moment-là, vous soyez au pic de l'effet au moment où le patient est, lui, au nadir de sa SPO2. Et là, c'est encore une fois une merveilleuse situation de vidage de surrénal, ce que l'on ne souhaite pas forcément au bloc opératoire comme ailleurs. Alors les médicaments et surtout leur pharmacologie, je parle sous le contrôle de Valérie qui connaît ça évidemment beaucoup mieux que moi, notamment quand on parle de distribution et d'élimination, particulièrement chez l'obèse, ça va être la résultante d'un certain nombre de caractéristiques. La première d'entre elles, évidemment, c'est celle de la structure du médicament et surtout de son hydrophilie ou de sa lipophilie, puisque de fait, chez un patient obèse, comme on a une augmentation de la masse grasse, on imagine que le volume de distribution des médicaments lipophiles va être un petit peu augmenté. On va le revoir juste après, mais il y a d'autres facteurs qui doivent être idéalement pris en compte, notamment la perfusion tissulaire de ces patients, et on peut avoir volontiers un débit cardiaque augmenté chez le patient obèse. Ça va dépendre évidemment de la fraction libre, fraction liée du médicament, et donc de fait de sa fixation protéique. Et vous savez probablement que chez le patient obèse, on a une augmentation assez classique de la concentration en alpha-1-glycoprotéine acide. Et puis évidemment des autres modifications pharmacologiques qui peuvent survenir avec l'évolution de ces patients, notamment la survenue de défaillance hépatique, la survenue de modifications de la fonction rénale. Et donc de fait, ça va avoir des implications également sur la façon dont on va choisir les médicaments, mais plus en lien avec leur élimination. Encore une fois, pour l'induction, et je me suis vraiment focalisé sur cette partie de l'induction, ça n'a pas ou très peu d'importance. En revanche, encore une fois, il faudra probablement en tenir compte pour l'entretien de l'anesthésie. En pratique, si on veut vraiment faire très très simple, pour les gens qui ne sont pas des pros de la pharmacologie comme moi, j'essaye d'avoir des choses assez simples en tête. Ce qu'il y a de sûr, c'est que le patient obèse, il a une augmentation de ce rapport masse grasse, masse maigre. Référez-vous encore une fois au professeur Lionel Velli, président de notre comité scientifique. Il a authentiquement une augmentation de son rapport masse grasse, masse maigre. Et on a assez volontiers une augmentation du volume de distribution, notamment parce qu'il y a une augmentation du tissu graisseux, mais il y a également une petite augmentation du volume sanguin, même si elle n'est pas très importante. Mais in fine, on a une augmentation un peu du volume de distribution, ce qui nous tend à plutôt proposer une petite augmentation de la dose initiale. Sinon, on a un risque de sous-dose et donc de ne pas avoir l'effet escompté, notamment, je pense notamment, encore une fois, aux agents bloquants neuromusculaires. Et ensuite, évidemment, ça va se dissocier entre médicaments hydrophiles et médicaments lipophiles. Encore une fois, les médicaments lipophiles vont avoir tendance à aimer le gras et donc se dissoudre, si je peux m'exprimer ainsi, en tout cas se distribuer dans une masse grasse qui est de fait un petit peu augmentée. Les médicaments hydrosolubles, évidemment, un petit peu moins. Alors les curares, ce sont plutôt des molécules qui sont hydrosolubles et donc gardez en tête que on a l'habitude d'ajuster la dose sur le poids idéal des patients, à l'exception de la succinylcholine dont la dose doit plutôt être ajustée sur le poids réel. Pourquoi ? Parce qu'on a une petite augmentation de l'activité des pseudocholinéstérase plasmatiques, et donc de fait l'un contrebalançant peut-être un peu l'autre, sur le choix de la succinylcholine, c'est plutôt à ce moment-là ajusté sur le poids réel, sinon c'est plutôt sur le poids idéal. D'une façon très pragmatique, j'essaye de l'être au maximum dans ma pratique quotidienne, je fais à peu près tout sur le poids idéal chez le patient obèse, à l'exception, encore une fois, de la succinylcholine. Pour les hypnotiques IV, alors ils ont des liposolubilités qui sont différentes de l'un à l'autre. Ceux qui nous sont proposés pour l'induction, c'est principalement, encore une fois, le propofol, la kétamine et le thiopental. Je laisse de côté l'étomidate. Et en pratique, tous ces médicaments, ils ont encore une fois des différences pharmacologiques les uns avec les autres, mais ce sont tous des médicaments dont on va ajuster la dose sur le poids plutôt idéal. Et enfin, les morphiniques, évidemment, il y a un choix stratégique à faire. Plus le médicament sera liposoluble, plus il va avoir tendance à s'accumuler dans les tissus graisseux, et plus il va falloir faire gaffe à la posologie, notamment parce qu'il peut y avoir ensuite des soucis pour la gestion du post-opératoire. Perso, j'utilise plutôt celui qui a la liposolubilité peut-être la moins importante, et donc plutôt le rémifentanil. Et vous savez que là, on est un petit peu moins embêté avec ce médicament dont la pharmacocinétique est également un petit peu différente, notamment le métabolisme est un petit peu différent. Et donc mon choix, ma préférence va plutôt au rémifentanil, mais vous avez évidemment le droit d'utiliser d'autres morphiniques si c'est ça que vous utilisez dans votre pratique. En tout cas, dans ce cas-là, utilisez plutôt encore une fois le poids idéal pour ajuster la posologie.
Et donc, dernier point, parce que ça peut être également un petit côté challenging. Alors, je n'aborderai pas la question de la pose de la voie veineuse périphérique. Des fois, on y passe quelques minutes sympas à trouver la veine. Mais il y a également la question du conditionnement hémodynamique et de l'adaptation du brassard au morphotype du patient. Alors, il y a pas mal de travaux dans ces dernières années qui ont été conduits chez le patient obèse. N'hésitez pas, quand vous êtes en galère, à mettre le brassard sur l'avant-bras. Ça marche finalement aussi bien, voire mieux, que le brassard posé au niveau du bras. Et si vous pouvez avoir ça à votre disposition, vous savez, les petits dispositifs de photoplétismographie digitale qui permettent d'avoir des informations de pression en continu, semblent chez le patient obèse être une alternative assez séduisante et qui permettent d'avoir des chiffres de pression, notamment artérielle moyenne, relativement concordants avec ce qui est réellement observé chez le patient. Donc, préférence à l'avant-bras ou au doigt si vous disposiez de ce petit dispositif. Donc vraiment juste pour conclure comment je fais mon induction chez le patient obèse, systématiquement installation position proclive, préoxygénation VNI systématique, et je laisse la position proclive pendant la VNI et j'intube et j'induis en position proclive. Concernant les hypnotiques, tout dépend un petit peu du degré d'urgence et du caractère réglé ou non de la chirurgie. Si c'est une chirurgie réglée, j'utilise assez volontiers du propofol. Si c'est d'urgence, de la kétamine. Le morphinique, c'est rémifentanil. Et le curare, c'est de la succinylcholine, évidemment, sauf si on est en situation d'hypercalémie. Et dans tous les cas, mais ça, c'est pas propre à la problématique du patient obèse, il faut évidemment tenir compte des comorbidités du patient pour éviter que ne surviennent des événements indésirables pendant cette phase d'intubation. Et l'intubation, justement, c'est en première intention pour ma pratique, en tout cas, et pour ce que je préconise, Macintosh, lame 3, manche court, mandrin pour les patients en situation réglée sans intubation difficile. Et si on a des critères d'intubation difficile prévus, plutôt vidéolaryngoscope. Dans notre équipe, on utilise plutôt l'AirTrack comme dispositif, mais vous êtes totalement libre de faire un choix différent. Et ma pratique, c'est d'avoir toujours à disposition, pas forcément déballé, mais à disposition un long mandrin maquillé, puisque évidemment, ça peut être très utile dans ces situations un petit peu tendues. Et dans tous les cas, évidemment, on monitore notre patient et je vous remercie pour votre attention.